Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News et ce nouveau numéro d'édition spéciale en direct. Le dossier du Sahara occidental, on va en parler ce soir, au moment où la cause sahraoui gagne du terrain sur le continent, mais aussi à travers plusieurs continents, des exploits diplomatiques qu'on va tenter de décrypter. À travers le débat de ce soir, on parlera également de ce qui reste à faire, des défis auxquels est confrontée en ce moment la cause du Sahara occidental. Pour en parler, est avec nous depuis le Botswana, Mal'eynine Lekhel. Bonsoir. Bonsoir. Représentant du Front Polisario, ambassadeur de la race à Gaborone, capitale du Botswana. Vous occupez également le poste de représentant permanent au sein du SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour participer au débat, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous depuis Paris Elkanti Bala. Bonsoir. Bonsoir. Auteur et militant sahraoui. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on va essayer d'énumérer, quelques événements ayant marqué l'actualité ces derniers temps, vus comme étant des exploits diplomatiques en faveur de la cause sahraoui. Et je commencerai par le déplacement effectué ces derniers jours par le président sahraoui Ibrahim Ghali à Nairobi au Kenya pour assister justement à la cérémonie d'investiture du nouveau président kényan William Samuel Ruto. Mal'eynine Lekhel, le fait que Ghali y ait invité revêt une symbolique importante, Mal'eynine Lekhel. Bien sûr, merci tout d'abord pour l'invitation. Bien sûr, la participation du président sahraoui à l'investiture du nouveau président kenyan est encore une démonstration de plus sur la place qu'occupe la République sahraoui au sein de son entourage africain. Vous savez que le président sahraoui est présent dans cette cérémonie et cette célébration, si vous voulez, de la démocratie au Kenya, avec et à côté de plus de 20 dignitaires internationaux, des présidents de république, des premiers ministres et des représentants d'organisations internationales. C'est en quelque sorte une réplique le dernier chapitre qu'on a vu au TCAD 8, comment le Maroc a répondu et a réagi à la réception par le président Kais Saïed de son homologue sahraoui. Alors voilà, on invite le Maroc aussi à répliquer, à riposter au Kenya s'il le peut. Alors le Kenya qui, on le rappelle, soutient la cause du Sahara occidental, Mal'eynine Lekhel. Absolument, absolument. On a des relations d'amitié et de coopération avec le Kenya. Le Kenya, comme vous savez, l'année dernière a présidé le Conseil de sécurité africain et a essayé de représenter l'Afrique, de représenter l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité pour pousser vers la solution de la question sahraoui. Bien sûr, on sait que le problème n'a jamais été en Afrique, n'a jamais été au sein de l'Union africaine. L'obstacle, le réel obstacle est toujours au Conseil de sécurité. Oui. Il y a un manque de prise de décision et de volonté politique, si vous voulez, de la part des membres permanents du Conseil de sécurité qui ont jusqu'à maintenant, en toute façon, n'ont pas pris leurs responsabilités. On va y revenir, Mal'eynine Lekhel, plus amplement sur le rôle du Conseil de sécurité en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. Kantibala, le fait que le secrétaire général du Front Polisario fasse le déplacement à chaque rendez-vous, chaque sommet sur le continent, que les délégations sahraouies marquent leur présence dans ce genre d'événement est une évidence du moment que le Sahara occidental est un membre à part entière de l'Union africaine, face aussi à un occupant marocain qui tente de renier cette évidence.
C'est indéniable que la présence des autorités sahraouies dans différents forums internationaux marque la présence tangible et factuelle des autorités de la race à plusieurs niveaux au niveau international. Tel est l'objectif stratégique de la République sahraouie dès sa naissance légitime et légale en 1976 jusqu'à maintenant, c'est de se faire reconnaître par l'ensemble des communautés internationales, et il faut dire qu'un grand chemin a été parcouru étant donné la reconnaissance de 84 États de l'existence de la République sahraouie. Et donc, la présence par-ci et par-là du peuple sahraoui représenté par sa République est une indéniable victoire face au fait colonial marocain au Sahara occidental, chose que doit absolument en tenir compte l'Organisation des Nations Unies et son organe, le Conseil de sécurité, et l'entériner une bonne fois pour toutes pour en finir avec cette situation ô combien illégale, étrange, qui est l'annexion par la force et l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Alors il est important que les gouvernements expriment ce soutien à la cause sahraoui mal'inin l'Ikhal. Évidemment, il faut toujours rappeler aux chers téléspectateurs que la République sahraoui existe malgré toutes les tentatives que le Maroc ait peut-être quelques partis, quelques États qui soutient la thèse colonialiste marocaine au Sahara occidental. Oui. L'État sahraoui existe parce qu'il a droit d'exister, parce que c'est la volonté du peuple sahraoui et parce que la seule reconnaissance que le président de la République, le gouvernement sahraoui on a besoin pour exister, c'est celle du peuple sahraoui. Et cette reconnaissance est acquise depuis les années 60, depuis les années 70. À plusieurs reprises, le peuple sahraoui a insisté sur son droit d'exister, de créer et de choisir son État, sa politique et son futur politique, si vous voulez. Alors, c'est définitif, comme on a dit, comme les Sahraouis disent dans tous leurs congrès, l'État sahraoui est un fait acquis, est une vérité acquise. Oui, donc il faut dire que derrière ces exploits, on va dire ces exploits en faveur de la cause sahraoui, la diplomatie y est pour beaucoup. Mal'inin l'Ikhal, vous en tant que diplomate sahraoui, quel est l'essentiel de votre mission actuellement? Quelles sont les priorités pour vous? Bien sûr, il y a plusieurs priorités. Tout d'abord, on doit, comme diplomate, maintenir les relations politiques très claires avec les États qui nous ont donné le statut diplomatique. On doit maintenir des relations avec tous les ministères, avec toutes les institutions, les organisations de la société civile, les médias, parce que c'est cette reconnaissance mutuelle et c'est ce rapprochement mutuel entre les institutions sahraouies et les institutions du pays hôte qui permettent de forger une vraie relation diplomatique, politique, mais aussi sociale, et peut-être dans le futur économique. Alors en global, c'est notre mission de diplomate. On doit créer et maintenir et établir les relations avec et entre les institutions des deux pays. Oui, sensibiliser donc de la noblesse de cette cause qui est celle du peuple sahraoui. Quand il bat là, dans le contexte actuel, il est important de le rappeler, de le réitérer à chaque fois. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec mon camarade de lutte, Mal'inin l'Ikhal. Et j'ajoute que l'exemple algérien durant la lutte de libération nationale est un exemple extraordinaire où la diplomatie algérienne, avec des géants comme Taïb Bel-Hrouf, Yazid et autres, avait
compris ce que c'était une diplomatie de combat, une diplomatie qui va forcer les portes, qui va partout pour faire connaître, imposer la réalité de la lutte. Tel devrait être également le modus operandi des Sahraouis, c'est-à-dire une diplomatie de combat sur le modèle algérien, Oui. pour effectivement faire apparaître la justice, faire émerger et rendre indéniable la réalité de la République sahraouie, de ses institutions, la montrer comme étant factuelle et tangible, et exiger des États de se conformer leurs engagements vis-à-vis de la Charte des Nations Unies, en condamnant de la plus forte manière l'agression, et ce qu'a fait le Maroc est une véritable agression, condamnée à son époque par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 380, et par la suite, malheureusement, les Nations Unies, le Conseil de sécurité n'ont pas allé au bout de leur logique, c'est-à-dire mettre fin à une annexion, à une colonisation par les moyens dont dispose l'ONU, et ils sont largement suffisants pour en mettre un terme. Entre-temps, le peuple sahraoui, le 27 octobre à minuit, a déclaré souverainement, légalement et légitimement sa république sahraoui, laquelle a une parfaite souveraineté sur à la fois les territoires libérés, c'est tout à fait évident, mais également sur le territoire occupé du Sahara occidental. Il y va de l'intérêt de la paix tel que proclamé par les Nations Unies, de mettre un terme sans plus tarder à cette situation injuste qui ne fait que décrédibiliser les Nations Unies et ses institutions, y compris le Conseil de sécurité, mais également fragiliser le droit international et installer une situation d'insécurité d'abord dans notre région nord-africaine, et partant également dans le monde auquel nous faisons partie. On va revenir sur le problème de l'insécurité, mais avant, restons sur la diplomatie. Vous avez évoqué le rôle ou la responsabilité du Conseil de sécurité dans ce qui se passe dans ce statu quo, ce blocus qui concerne la question sahraoui. On l'a vu dernièrement, il y a, bien que le blocus persiste, il y a des efforts qui sont actuellement fournis par l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura. On sent que les choses, on peut dire, changent un peu à travers ces différents déplacements. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y croyez? Il faut toujours y croire de toute façon. Mais les efforts ont toujours existé. Les Nations Unies, depuis 1991 et même avant, a tout essayé pour convaincre le Maroc d'accepter l'arbitrage onusien, de respecter ses engagements internationaux. Mais le problème a toujours été dans le manque de volonté politique de la part du régime colonialiste marocain. C'est ça le problème. Le problème n'a jamais été des représentants ou des envoyés personnels ou spéciaux des Nations Unies. Les Nations Unies ont même réussi à faire signer les deux parties au conflit sur des accords. Le problème, c'est l'application de ces accords. Le Maroc a toujours et s'est toujours dérobé de ses responsabilités, et c'est là le problème. Il y a aussi peut-être aussi une responsabilité de la part de quelques membres permanents du Conseil de sécurité, malheureusement, qui soutiennent ce dérobage et ce manque de responsabilité marocaine. On n'a pas besoin de les nommer parce que tout le monde les connaît. Oui. Alors, les efforts onusiens ont toujours existé, mais le problème a été toujours d'appliquer les résultats de ces efforts. Le Maroc qui tente en tout cas de détourner, on va dire, l'opinion internationale de la légalité ou de la justesse de cette cause, quand il balance, faisant justement la promotion de son présumé plan d'autonomie. Il peut essayer tout ce qu'il peut. Le problème, c'est que
c'est que ce soi-disant proposition d'autonomie est totalement illégale, car le Maroc n'a pas de souveraineté pour offrir l'autonomie au Sahara occidental et au Sahraoui. Alors là, c'est la grande question et c'est le grand obstacle que le Maroc va toujours trouver devant lui. Le vrai problème du Maroc, c'est qu'il cherche cette souveraineté et cette légitimité ailleurs, alors que la légitimité existe dans le peuple sahraoui. C'est lui seul qui peut décider, c'est ce que l'ONU dit, c'est ce que la charte de l'ONU dit, c'est ce que la légalité internationale préconise. Le problème, c'est que le Maroc ne peut pas et ne veut pas accepter et respecter cette réalité. Oui, le fait que chacun campe sur sa position, Al-Kantibal là, toujours sur ce point. Écoutez, les Sahraouis ne peuvent que camper sur leur position et même aller au-delà de leur position, étant donné que le Maroc, par son occupation illégale du Sahara occidental, a déjà mis en balance son propre territoire national. Il faut quand même rappeler ce fait. Et d'autre part, je dirais que le Maroc a déjà perdu d'avance ce combat à partir du moment où le plan de Hassan II, qui consistait à régler l'affaire, comme il disait, en une semaine, entendre dire qu'il allait commettre un massacre, voire un génocide au Sahara occidental, à partir du moment où ce scénario n'a pas réussi, il a complètement perdu la guerre. Et on l'a vu par la suite, durant les années successives, par la proclamation de l'ARASD, par les victoires militaires durant la Première Guerre, par les reconnaissances massives de 80 États, et donc, même sur le langage, même sur le plan du droit, le Maroc a déjà perdu cette guerre. Et c'est une question de temps. Tôt ou tard, il déguerpira du Sahara occidental en laissant des plumes, y compris perdre une partie de son propre territoire national. Alors, selon vous, quelle devrait être la principale mission de l'émissaire onusien pour le Sahara occidental qui, on va dire, il existe une volonté de résoudre ce conflit plus que jamais maintenant? L'émissaire, l'ONU en général, a une doctrine parfaitement claire en la matière. L'ONU ne reconnaît pas. Je rappelle à vos téléspectateurs qu'il y a eu ce qu'ils appellent les déclarations de principe entre la puissance colonialiste espagnole et la puissance colonisatrice marocaine, déclarations de principe qui n'ont pas été admises par les Nations Unies, qui a continué à considérer le Sahara occidental comme un territoire non autonome au regard de la charte, et donc devant absolument accéder à l'autodétermination. La doctrine de l'ONU est claire en la matière, elle n'a qu'à l'appliquer. Ce que les Sahraouis et d'ailleurs les autres nations qui observent l'action des Nations Unies, c'est ce retard inconsidérable et injustifiable de la part de l'ONU pour ne pas appliquer un référendum d'autodétermination pour lequel se sont mis d'accord les deux belligérants, le Front Polisario et le Maroc. Par cela, l'ONU a péché, sachant qu'elle a derrière elle des résolutions du Conseil de sécurité qui sont parfaitement claires, notamment la première d'entre elles en 1975, oui. Et les résolutions de l'Assemblée générale, deux en particulier, qui qualifient clairement le Maroc comme une puissance occupante. Et donc, tôt ou tard, les Nations Unies vont accepter cette réalité et appliquer leur doctrine. Autrement, ils ne seront pas crédibles. Et de toutes les façons, Nations Unies ou pas, l'ARASD et le Front Polisario sont décidés d'arracher leur indépendance par tous les moyens dont ils disposent, y compris par la lutte armée qui, au demeurant, est une lutte légale et légitime au regard du droit international. Alors, en parlant de détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte, Mal'aini Lekhel, pensez-vous que ce combat armé permettra d'obtenir des résultats concrets en faveur de la cause sahraoui? Doit-il continuer? De toute façon, comme a dit Kanti, la lutte armée est un moyen légitime que tous les peuples ont droit d'exercer pour imposer le respect de leurs droits. C'est pas nous qui le disons, c'est pas le Front Polisario, c'est pas la race, c'est les Nations Unies et les résolutions de l'ONU. Oui. Je reviens un peu, si vous me permettez, sur la question de chaque parti compte sur ses positions. Oui. Il faut rappeler à tout le monde que
le peuple sahraoui et la race et le Front Polisario ne sont pas en train de négocier les droits des peuples sahraouis. Les droits ne sont pas question de négociation. Ce qu'il faut négocier, c'est comment sortir de cette crise, de ce conflit que le Maroc nous a mis dedans depuis les années 70 en violant la légalité internationale. Oui, justement, je parlais de ça en évoquant justement le fait que le Maroc tente de promouvoir cette solution, son présumé plan d'autonomie. Ben oui, mais le problème, c'est que, comme on a dit, c'est une proposition illégale. On ne peut pas l'accepter parce que le Maroc n'a pas de souveraineté pour l'offrir. De toute façon, personnellement, je crois qu'il faut, tôt ou tard, s'asseoir sur la table de négociation. Oui. La guerre, c'est en quelque sorte, comme on a dit, c'est un moyen d'imposer, de faire pression sur la partie qui refuse d'attendre la langue de la logique, de la raison. Alors il faut, en un certain temps, il faut que les Nations Unies ou bien la communauté internationale fait vraiment pression sur la partie qui a toujours fait obstacle à cette résolution et a fait obstacle, il faut le répéter, à la légalité internationale de l'ONU, à la charte de l'ONU. C'est pas par exemple, c'est pas seulement ce qu'on dit nous comme Sahraouis, ce qu'on veut. Parce que si on entend, si on nous écoute, nous on veut notre indépendance. On veut notre liberté. Le peuple sahraoui veut donc sa liberté en poursuivant justement sa lutte armée. Toujours El Kantibala sur ce point, l'option militaire doit-elle continuer? Bien sûr. Je poserai la question à M. El Kantibala. Allez-y. Il faut faire comme nos frères algériens, négocier d'une part et continuer la lutte armée d'autre part. D'autant plus que pour les Sahraouis, nous avons l'amertume expérience de traîner avec ces Nations Unies pendant plus de 20 ans de négociation en négociation. Donc évidemment, il faut continuer à la fois les négociations politiques avec le Maroc sous l'égide des Nations Unies et également continuer la lutte armée. Je rappelle à vos téléspectateurs qu'en 1975, le 16 octobre plus exactement, la Cour internationale de justice a donné raison au peuple sahraoui via son avis consultatif et que malheureusement, le Maroc ne s'en est pas conformé alors qu'il aurait dû se conformer à cet avis consultatif et ne pas persévérer dans l'agression et l'annexion de territoires d'autrui. Il est parfaitement clair que la responsabilité des Nations Unies est grave et est importante dans cette question. Il faut rappeler que cette lutte armée se poursuit depuis le 13 novembre 2020, Malaïnine Lekhal, et ça continue, ça va continuer. Vous l'avez dit, mais vous le dites, le Front Polisario a toujours exprimé sa volonté d'aller vers les négociations avec la partie marocaine. Qui pourrait être derrière la reprise de ces négociations? Donc l'ONU, toujours, et les pays observateurs de ce qui se passe actuellement au Sahara occidental. Bien sûr, le Front Polisario, depuis le début, a toujours dit qu'il est prêt à la paix, qu'il ne veut pas la guerre. On n'a pas choisi la guerre. Il a été imposé au peuple sahraoui à cause de l'agression militaire. Mais depuis aussi le début, on n'a pas baissé les bras, on n'a pas accepté le diktat colonialiste ni du Maroc, ni de l'Espagne, ni de toutes les puissances qui ont essayé d'une manière ou d'une autre de nous imposer un fait colonialiste d'occupation marocaine que nous refusons toujours. Le Front Polisario, jusqu'à maintenant, dit qu'il est prêt à la négociation, qu'il est prêt à coopérer positivement avec les efforts des Nations Unies, mais il faut que ces négociations, que ces efforts respectent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est le mot clé. Oui. Nous n'allons pas accepter et nous n'allons pas participer à toute
tentative, tout effort, toute solution, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qui ne respectent pas la voix des peuples sahraouis et la vraie voix des peuples sahraouis. Oui, il faut dire que tous les précédents pour parler autour du conflit du Sahara occidental ont échoué à cause de cela, à cause de l'absence de ce mot-clé dont vous parlez, Mal'aïnin El-Khel. Kantibala, toujours sur ce point. Absolument, on a vu comment... Allez-y, monsieur le Kantibala. Je vais vous donner le dernier mot à vous, monsieur Mal'aïnin El-Khel. Allez-y, monsieur le Kantibala. Quelle est votre question? J'ai oublié. Alors, j'aimerais revenir sur ce mot-clé, sur ces pourparlers autour du conflit du Sahara occidental qui avait échoué auparavant à cause de l'absence donc de ce mot-clé dont vient de parler Mal'aïnin El-Khel, qui est l'autodétermination du peuple sahraoui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mal'aïn El-Khel, d'autant plus que l'autodétermination est un droit proclamé par l'ONU, que le droit du peuple sahraoui est imprescriptible, il est inaliénable, et il n'y a pas d'autre solution que de l'appliquer. Et il avait raison, Mal'aïn El-Khel, que l'objet de la négociation n'est pas la proposition d'intégrer le Maroc, sinon comment les Nations Unies peuvent organiser cette consultation référendaire qui est stipulée par la MINURSO. Le R dans MINURSO signifie référendum au Sahara occidental. Et donc, il s'agit de négocier cela et pas autre chose. Et le Maroc, par ailleurs, n'a rien à faire, je le répète, n'a rien à faire au Sahara occidental. Ce n'est pas sien, ne relève pas de sa souveraineté. Ça a été confirmé par la Cour internationale, par les différentes résolutions, comme je l'ai dit, de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité. La Cour internationale de justice européenne vient de conforter cette idée. Et évidemment, le Maroc ne peut négocier que comment consulter le peuple sahraoui et comment lui-même organiser son retrait du Sahara occidental et sans plus. Très bien, il est important, vous l'avez dit, que la MINURSO, dont la mission principale est de superviser la tenue de ce référendum, joue pleinement son rôle, retrouve son rôle initial, Monsieur Mal'aïnin El-Khel. Ben absolument, parce que ça fait combien? Ça fait plus de 40 ans que les Nations Unies ont versé des millions de dollars, plus d'1 milliard peut-être, dans les 40 années passées. Et ce serait vraiment un gâchis, ce serait vraiment une violation incroyable de ne pas réussir sa mission, qui est très facile, c'est d'organiser un vote, de permettre au peuple de voter. C'est la démocratie, il parle de démocratie, et bien voilà, nous avons respecté, nous avons accepté cette démocratie parce qu'il faut rappeler que le référendum et ce vote est une solution intermédiaire, si vous voulez. C'est un consensus, c'est la solution. C'est la solution entre les deux extrémités, si vous voulez. Voilà, vous y croyez en tout cas, dans un avenir proche, Monsieur Mal'aïnin El-Khel, en tant que diplomate? Absolument, j'ai absolument pas de doute que nous allons gagner notre indépendance. De toute façon, nous n'allons jamais baisser les bras et nous allons continuer notre lutte. Très bien. En guise de mot de fin, c'est parfait. Merci à mes deux intervenants pour leur contribution. Mal'aïnin El-Khel, qui est représentant, ambassadeur de la race au Botswana, et Monsieur El Kantibala, qui est auteur et militant sahraoui et qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité de cette émission sur les réseaux sociaux d'Al24 News. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.